Amis fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Un talent, un métier. Aujourd'hui, nous allons recevoir le responsable du cabinet Manex. Avec lui, nous allons parler de l'importance de la formation alternative. Alors, sans plus tarder, je vous laisse le découvrir dans ce portrait, puis retrouvons-nous juste après. Marié, père de 4 enfants, M. Bernard Oloy est né le 21 août 1960 à Brazzaville. Après son bac A qu'il a décroché avec brio, il a poursuivi ses études en droit public à l'université Marien-Ngouabi avant d'aller en France, plus précisément à Caen, où il effectue d'abord en 1987 les études administratives et financières, qui sera sanctionné par un DEA en droit public, puis un DS en administration d'entreprise et un deuxième DS en gestion des administrations et des services publics. Après plusieurs années d'expérience professionnelle, Bernard Oloy a successivement occupé plusieurs fonctions de direction, dont les fonctions du directeur de la formation et des appuis techniques à l'autorité des régulations des marchés publics en 2019. La passion pour l'écriture lui a emmené plus tard à mettre sur la place publique son premier ouvrage intitulé « Maîtriser la passation des marchés publics », édité en 2019. Bernard Oloy est promoteur de l'école Just Management, créée en 1997 après les tristes événements sociopolitiques que notre pays, le Congo, a connus, et Just Management avait subi plusieurs dommages et pertes matérielles avant d'être réfectionné et de faire peau neuve quelques années plus tard. C'est ainsi qu'elle portera désormais le nom du cabinet Manex. Signalons que Bernard Oloy porte également plusieurs casquettes. À cette longue liste d'occupations subsidiaires, il faut ajouter le dessin dont il est également très prisé. Voilà, vous venez là de suivre le portrait de M. Bernard Oloy. Passons à l'entretien. Bonjour Madame Bianca. Vous êtes responsable du cabinet Manex. Alors dites-nous, c'est quoi la spécialité de ce cabinet? Bon, Manex déjà c'est un site, hein, c'est un logo, ça s'appelle Management Expert. Donc, ça signifie expertise en management. Donc au lieu de parler d'une spécialité, nous avons plutôt deux grandes spécialités qui concernent donc d'abord le domaine de la gestion. Quand je parle de gestion, je parle de gestion d'entreprise avec tout ce qui est autour, ressources humaines, comptabilité, finances, ainsi de suite, et la gestion des projets également. Donc le volet gestion concerne ces deux aspects. La deuxième spécialité plutôt, c'est la passation des marchés. Nous intervenons beaucoup dans le domaine de la gestion des marchés publics. Dans ces deux activités, nous avons deux filières principales. La première, c'est l'assistance. Donc nous appuyons les projets de développement, comme les projets financés par la Banque mondiale, financés par l'Union européenne, d'un côté, et les entreprises dans la mise en œuvre, la mise en place des outils de gestion, tels que les manuels de procédure, les plans comptables, les systèmes de gestion comptable, les systèmes de suivi et évaluation. Alors la deuxième filière, elle concerne la gestion des marchés publics. Là-dessus, nous assurons ce qu'on appelle l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. C'est quoi? Le maître d'ouvrage, c'est celui qui passe les marchés. Donc au moment de passer les marchés, il y a un certain nombre de documents qu'il doit mettre en œuvre, qu'il doit réaliser, qu'il doit élaborer, notamment les plans de passation de marché, les dossiers d'appel d'offres, procéder à l'ouverture des prix, évaluer les offres, attribuer le marché sur le contrat. En général, les maîtres d'ouvrage n'ont pas, actuellement surtout, pas beaucoup de compétences dans le domaine. Donc nous les assistants, et ce contrat que nous signons avec eux, ça s'intitule le contrat de maîtrise d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou AMO. Le deuxième volet, c'est la formation. Nous animons beaucoup de sessions de formation sur la gestion des marchés publics, dans tout le circuit de passation des marchés publics, notamment sur la préparation des offres, l'élaboration des dossiers d'appel d'offres, l'exécution du marché. Donc voilà un peu
lève, je dirais, le cœur de l'activité de Manex. Quelles sont vos missions au sein du cabinet Manex? Bon, d'abord, il faut partir du principe que je suis le fondateur du cabinet Manex. Donc, j'ai commencé par travailler en tant que consultant individuel, parce que dans le domaine de la consultation, donc les prestations intellectuelles, dans lequel travaille le cabinet Manex, on peut se mettre en entreprise, donc à ce moment-là en firme, ce qu'on appelle firme, sous forme de société, ou alors vous travaillez seul en tant qu'individuel. C'est pourquoi on parle de consultant firme et consultant individuel. Donc j'ai commencé en tant que consultant individuel et avec le temps, les contrats s'agrandissant, le champ de l'action s'étendant aussi bien en termes de localité, parce que nous intervenons quasiment dans tout le pays et parfois à l'étranger, et en termes de domaine d'activité, gestion des projets, marché public, comptabilité, on était obligé de se mettre en société. Donc Manex est passé de consultant individuel Oloy Bernard à consultant firme Manex Management. Donc je suis le responsable principal du cabinet et j'interviens dans le domaine spécialement de la rédaction des manuels de procédure et de la passation des marchés. Bien que j'intervienne souvent dans les aspects liés à la gestion financière des projets et des entreprises, parce que je suis spécialiste dans le domaine, mais il y a des domaines comme le suivi évaluation et d'autres domaines pour lesquels on a d'autres intervenants qui viennent, donc qui sont en réalité des collaborateurs de Manex. Est-ce qu'en particulier pour suivre la formation dans le cabinet Manex? Bon, les particuliers peuvent suivre la formation. Ce qui est difficile dans ce domaine-là, ce qui est important, c'est déjà pour mobiliser une équipe pour une personne, ça nous pose souvent des problèmes. D'accord? Il faudrait que, en termes de particuliers, que les gens se mettent en groupe, d'accord? Qu'on trouve des groupes de bénéficiaires qui sollicitent des formations, d'accord? À ce moment, on peut les mettre ensemble. Le minimum, c'est 5. À partir de 5, on rentabilise les formations. Mais si c'est une seule personne, c'est pas évident de rentabiliser les formations. Puis, sur le type d'organisation que nous faisons, c'est nous qui appelons les formations. D'accord? Nous avons un plan stratégique de formation sur lequel nous avons bâti un programme qui concerne à la fois les entreprises, parce que dans le domaine des marchés publics, par exemple, l'action de l'entrepreneur privé n'est pas l'action de l'administration. L'administration, c'est le maître d'ouvrage, c'est l'acheteur. C'est lui qui va demander, c'est elle plutôt, qui va demander de construire un bâtiment, de fournir des biens et services ou des études. Mais l'entrepreneur, c'est celui qui vient en tant que fournisseur. Okay? Donc les deux formations ne peuvent pas aller de pair. Le maître d'ouvrage, on le forme à comment élaborer les dossiers de consultation, comment évaluer les offres, tandis que l'entrepreneur, on le forme à comment présenter une offre. Si bien que les exigences juridiques du code des marchés publics, par exemple, sont plus tenues du côté de l'entrepreneur que du côté du maître d'ouvrage. Parce que l'entrepreneur, c'est quoi? C'est venir vendre son produit. Donc, il y a un minimum en termes de droit des marchés publics, en termes de gestion qu'il doit faire. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, ce qui fait que même pour les bénéficiaires qui arrivent, quand nous faisons des formations qui ne sont pas des formations destinées aux administrations, il faudrait qu'il y ait un profil que nous projetons. Donc, l'entreprise, les particuliers qui veulent adhérer aux formations, ces particuliers doivent présenter un certain profil. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a fait de la communication. Il n'a fait que ça. Il n'a jamais travaillé dans le domaine de la gestion financière des projets. Si aujourd'hui cette personne-là vient avec une formation littéraire par exemple, pour avoir une formation, bénéficier d'une formation dans la gestion financière, je pense que les prérequis exigés, il ne pourra pas les faire valoir. Donc, ce qui fait que les formations sont ciblées sur des modules spécifiques. Donc, s'il y a des personnes extérieures qui veulent y adhérer, il n'y a pas de souci, ils s'inscrivent, on les prend, mais on évalue déjà leur niveau de compétence en amont pour s'assurer que quand on va donner les formations, il n'y aura pas de hiatus entre le niveau de la personne déjà à la base et les formations comme ça. Est-ce qu'il y a un besoin particulier sur la formation des entrepreneurs et l'administration publique et privée? Bon,
Parler d'un besoin particulier, je pense que pour moi c'est un peu un euphémisme. Les besoins sont énormes. En termes de formation, les besoins sont énormes. Si on avait comblé tous les besoins de formation dans ce pays, on ne serait pas dans la situation économique dans laquelle nous nous trouvons. Parce que n'oubliez pas qu'au-delà de la conjoncture, il y a des pays aujourd'hui qui s'en sortent. Et pourquoi nous, à un niveau donné, ce n'est pas des questions politiques. C'est plutôt des questions de compétences de certains cadres qui arrivent à des fonctions, mais qui n'ont pas les compétences pour essayer de faire la prospective sur leurs fonctions. Donc, on est habitué comme dans certaines structures. On vient, on m'a nommé, je reste là, je fais les affaires courantes. Alors que le rôle d'un dirigeant, le rôle du cadre, c'est là où ils sont, essayer d'impulser, d'accord, une certaine démarche qui va permettre d'améliorer les services publics ou les services particuliers dans lesquels ils sont investis. Donc, déjà, quand vous regardez l'administration congolaise des entreprises, moi, par expérience, je travaille avec plusieurs entreprises, je viens du secteur privé. Quand je rentre dans le secteur privé, la première chose qu'on me donne, c'est mon contrat de travail et le manuel de procédure. Les administrations n'ont pas de manuel de procédure. Certaines entreprises congolaises n'ont pas de manuel de procédure. Le début de la bonne gestion, c'est le contrôle interne. D'accord? Le contrôle interne permet de sauvegarder le patrimoine de l'entreprise. C'est des moyens, une méthode pour sauvegarder le patrimoine de l'entreprise. Combien ont des manuels de procédure? On peut faire tout ce qu'on veut, mais tant qu'on n'a pas de manuel de procédure qui vous disent comment gérer le coût, comment gérer les finances, comment gérer les ressources humaines, comment gérer la comptabilité. D'accord? Comment établir les comptes de résultats pour prouver que l'entreprise est rentable. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas avancer. Donc déjà, ça c'est un premier besoin qu'on ne retrouve pas dans les entreprises. Donc pour moi, déjà, dès que vous n'avez pas ça, ce besoin-là est très important en termes de formation. Pas seulement en termes de formation, mais en termes d'élaboration des outils de gestion. Donc voilà la réponse que je peux vous donner. Donc le champ de compétences est très élargi. Aujourd'hui, nous rentrons dans l'économie verte. D'accord? Même les marchés publics, on commence à parler de marchés publics verts. Le Congo vient de réviser son code des marchés publics et on a introduit la notion de marché public et responsable. D'accord? Marché public durable, marché public écologique. Alors comment ça va se traduire dans les documents de passation de marché? Comment ça va se traduire dans la définition des matériaux, par exemple, de construction pour respecter l'environnement? C'est autant de domaines de formation sur lesquels nous appelons à mettre en œuvre. Depuis combien d'années cette école existe? Le centre de formation existe depuis plusieurs années. Mais il a travaillé de façon, je dirais, alternative, avec des arrêts, en fonction de ma disponibilité, parce que comme je vous ai dit au départ, je travaillais sous le label de consultant individuel. Donc c'était moi l'acteur principal. Donc il a commencé en 1990, je peux le dire. Quand j'ai fini mes études, je rentre de France, je n'avais pas de boulot, j'ai commencé par ouvrir ce cabinet. À l'époque, il s'appelait JOS Management. JOS parce que j'avais une vocation de Saint-Joseph de travailleur. Donc JOS, c'était Joseph, Saint-Joseph et Management. J'ai travaillé, donc quand j'ai eu mon premier boulot, c'était à Bouygues, c'était en 1988. Donc je cumulais les deux, je faisais le soir le cabinet. Et là, je m'adressais aux entreprises, essentiellement, notamment les toutes petites entreprises, comme les établissements Nyambanzila et autres à Pointe-Noire. Donc j'étais à Pointe-Noire. Le cabinet a grandi un peu, je me suis retrouvé avec des collaborateurs et on a agrandi le cabinet. Quand vous voyez les comptes finales de Pointe-Noire, c'est mon autre cabinet qui a mis ça en œuvre, qui a fait l'étude de faisabilité et qui a continué à accompagner jusqu'à maintenant. Alors, avec des fonctions, je quitte donc les fonctions de Boss Congo, je retrouve des fonctions un peu plus importantes. J'étais dans une société pétrolière américaine, à Moko, dans laquelle je travaillais aussi aux États-Unis, j'allais aux États-Unis de temps en temps. Ce qui a fait que j'étais obligé à un moment donné d'arrêter le cabinet pour me consacrer au travail de cette entreprise. Donc, quand je quitte l'entreprise pour aller dans une autre entreprise en tant que directeur général, j'ai rouvert mon cabinet parce que j'étais basé à Poitiers. Donc jusqu'à la fin de la guerre. Jusqu'à la guerre, quand la guerre a éclaté, bon, il y a eu tout ce que vous savez sur le pays, les entreprises ont fermé. Nous autres aussi, on a subi quelques pillages sur nos véhicules. J'ai refermé le cabinet parce que finalement, j'avais quitté l'emploi pour ne faire que le cabinet. J'étais obligé de quitter et donc de retrouver l'emploi. J'ai retrouvé un emploi avec le gouvernement américain, notamment le projet IPHD,
qui m'a recruté à Pointe-Noire, venu à Brazzaville pour assurer la direction de l'organisme, notamment dans l'assistance, notamment l'appui du gouvernement américain au peuple congolais après la guerre. Donc j'ai assuré la direction de cette structure pendant plusieurs années. Je ne pouvais pas, c'était incompatible, je serais en conflit d'intérêt avec le cabinet. Donc après cela, je suis allé dans un autre projet, là aussi c'était incompatible, mais je faisais de la consultation individuelle parce que les projets dans lesquels j'étais autorisaient les agents, les cadres qui avaient des compétences à aller en tant que consultant individuel appuyer les autres projets dans d'autres pays. Donc j'ai appuyé les projets au Gabon, au Sénégal, dans le cadre du projet où je travaillais, mais en tant que consultant individuel. C'est quand je vais à l'ARMP que j'avais un peu plus de temps, j'ai négocié la possibilité de continuer à faire un peu de business à côté. Donc c'est là où le cabinet renaît, donc disons dans les années 2010. Quelle est l'importance des formations alternatives? Bon, vous savez que quand on commence une carrière, généralement on fait des études. Quand on choisit une filière, c'est pour une carrière. D'accord? Je prends par exemple un exemple. Je fais des études de comptabilité, c'est au final devenir comptable et peut-être finir d'art. Ça, c'est un chemin vraiment linéaire qui est tracé. Si je fais des études de médecine, ce n'est pas pour devenir agronome, c'est pour devenir médecin. Mais souvent, ce sont des choix que nous faisons quand nous sommes encore très jeunes. Et après, avec le temps, on se rend compte qu'il y a parfois des fonctions ou des emplois, des filières qui sont plus rentables en termes financiers. N'oublions pas que quand nous travaillons, c'est pour notre développement personnel et pour gagner aussi de l'argent. Alors, on se rend compte que telle filière est plus rentable. Mais pour y accéder, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une formation. Moi, de formation, je suis littéraire. Mais aujourd'hui, je fais du développement informatique parce que je créais des logiciels. J'étais dans un domaine de gestion où, au moment où je rentre de mes études, il n'y avait pas d'informatique de gestion. Au vu de ça, depuis mes études en France, j'ai choisi une filière. Pendant que je faisais l'administration des entreprises, une filière qui concerne l'informatique à part. Je suis arrivé, aujourd'hui je fais des logiciels de paye, des logiciels sans être scientifique au départ. Donc j'ai fait beaucoup de formations alternatives, notamment dans la gestion des projets, la gestion financière des projets, les partenaires publics-privés, les marchés publics, la comptabilité. En fait, c'est pour me préparer aux fonctions actuelles, me préparer à gérer le cabinet avec des compétences de très très haut niveau. Les formations que j'ai faites, ce n'est pas des formations de bas niveau, c'est déjà des formations ouvertes aux personnes qui avaient déjà des troisièmes cycles. Et donc, c'était me préparer à l'expertise que j'étais en train d'envisager, notamment celle du cabinet Manet. Donc, c'est pourquoi je dirais que souvent dans nos cursus, nous les professionnels, surtout congolais, quand vous allez en Afrique de l'Ouest, vous avez une personne ou en Europe qui va de filière en filière. On a l'impression que cette personne tâtonne sur les filières, mais en réalité, elle a suivi des formations alternatives à sa formation de base pour acquérir de nouvelles compétences. Et quand on a de nouvelles compétences, on peut les vendre. Ça permet de se développer soi-même et de les partager avec les autres. N'oubliez pas que ce n'est pas des formations gratuites. J'ai dépensé suffisamment d'argent. Effectivement, certaines ont été payées par les organismes avec lesquels je travaille. Mais la plupart des formations, je les ai payées moi-même. Donc, je suis dans l'obligation de les monnayer quand je fais des formations, je fais des appuis aux entreprises, je fais des appuis aux pays. Donc, voilà un peu l'objectif de ces formations alternatives, c'était je suis très instable intellectuellement. Quand je dis instable, dès que je travaille sur quelque chose, j'arrive au sommet, au bout de cette chose, je dois changer, trouver une autre. Et ça, je fais beaucoup d'auto-formation, mais ce n'est pas assez. Par contre, une formation que tu suivis en face d'un expert qui connaît mieux que toi, c'est des formations qui sont faites. Donc voilà, l'objectif c'était, je devais changer une carrière en fin de vie professionnelle, parce que quand on arrive, on ne peut pas continuer à être salarié. Chaque mois, on attend un bulletin. Comme disait quelqu'un, quand on est salarié, on ne s'enrichit pas. On travaille pour quelqu'un qui s'enrichit et qui vous paye. Donc il faut que nous aussi on arrive au niveau où on paye d'autres personnes qui, elles aussi, après des formations, vont payer d'autres personnes. Et c'est là le entreprise. Quelles sont vos expériences? Bon, j'ai plusieurs expériences. Je pense qu'avant de parler des expériences,
Il faut que je parle un peu de mon cursus scolaire. Formation concernant la formation, j'ai un bac littéraire que j'ai obtenu au séminaire de Lando. Ensuite, je suis venu à l'université Marine-Wabou ici à Brazzaville. J'ai fait une licence de droit. Sans me vanter, j'ai été toujours major de ma promotion. Jusqu'à la licence. Après la licence, donc j'ai obtenu une bourse pour la France. J'ai fait donc la licence, la maîtrise en droit public et sciences politiques à l'université du Caen. Et j'ai fait un DEA. Mais pendant que je rentrais en DEA, je me suis rendu compte que la filière doctorale, en fait, on n'avait pas grand-chose à faire. Une fois qu'on a eu le DEA, on était fait la recherche. J'ai fait le concours d'entrée à l'IAE. C'était en fait un risque que j'avais pris parce que c'était des filières qui étaient ouvertes aux personnes qui sortaient de l'Institut de gestion. Donc, il y avait des maîtrises en gestion. J'ai tenté ma chance, j'ai été admis parmi les meilleurs. Et donc, j'ai fait un DESS d'administration et gestion d'entreprise à l'université, à un troisième cycle, donc à l'université de Caen. Après, j'ai pris goût, tout en sachant que quand je fais cette formation, tout ce qui était matière de droit du travail, droit de ceci, j'en étais exempté. Moi, je n'ai fait que des matières qui concernaient la comptabilité et statistique. J'ai postulé pour un autre DSS, je l'ai obtenu et quand j'arrivais là-bas, je n'avais plus les matières de comptabilité haute, c'était la comptabilité publique et un peu de droit, je l'ai obtenu. Donc ce DSS, c'est le DSS en gestion des administrations des services. Quand j'ai fini ces études, j'ai dit, bon, il était temps de rentrer au Congo. J'ai des collègues qui sont restés. Je suis arrivé, dès que j'arrive, c'est lui Offshore Congo, donc Boss Congo, qui m'a pris en tant que chef de département contrôle de gestion. Je n'ai pas commencé chef de département contrôle de gestion, j'ai commencé au BUIG. En fait, dans la politique de BUIG, quand vous embauchez des jeunes qui sortent de l'école, n'ont pas d'expérience, il faut leur faire le stage. Pendant 6 mois, j'ai compté les tubes, j'ai été magasinier, je suis allé sur Ruyard, là où on soude des tuyaux, là où on installe les plateformes. Donc j'ai acquis cette expérience et je suis revenu au bureau. 6 mois après, on m'a confirmé à mon poste. J'ai travaillé quelques années, 4 ans. Et bon, toujours cette envie de continuer. Donc en tant que chef de département contrôle de gestion à Bouygues, je suis allé dans une autre société qui était une société pétrolière américaine à Montréal, qui m'a débauché d'ailleurs du UK Offshore. La difficulté c'était un peu l'anglais, je parlais assez couramment l'anglais, il fallait s'y adapter. Donc à Bouygues, j'étais responsable de la comptabilité matière et de la gestion des stocks et l'informatique. Au niveau des entreprises américaines, il n'y a pas de filière de compartimentation dans les filières comme dans le système français. Donc j'étais à la fois, je m'occupais de la paye, je m'occupais de la comptabilité matière, je m'occupais de l'informatique et de ce qu'on appelle la gestion des stocks dans les magasins donc j'ai fait cette carrière pendant un certain nombre d'années. J'ai quitté pour devenir directeur général d'une société congolaise, GEFCO, d'import-export. J'avais des filiales partout au niveau du Congo et des liaisons avec des entreprises sud-africaines. C'était une grande société d'ailleurs qui a cessé ses activités en 1997 avec la guerre. Et donc c'est après la guerre que pendant que j'attendais autre chose, j'avais plus de cabinet également, donc je faisais certaines choses parallèlement à mon cabinet. Donc après la guerre, j'ai reçu un message du IPHD, qui est une structure financée par le gouvernement américain, qui avait mon dossier parce que j'ai travaillé un peu aux États-Unis pour le compte d'Amoco, et qui m'a appelé pendant que j'étais à Pointe-Noire pour me dire de venir assurer, si je voulais assurer la direction d'un projet ici à Brazzaville. Donc j'ai quitté, je suis venu à Brazzaville, j'ai déménagé avec toute ma famille. Nous nous sommes installés ici. Donc depuis 1999, j'ai travaillé en tant que directeur du programme. J'ai quitté ce programme 5 ans après pour aller, j'ai postulé dans un projet du FIDA, Fonds international de développement agricole, le siège à Rome, pour le compte du ministère de l'Agriculture. J'ai été directeur administratif et financier chargé de la passation du marché des projets.
Et c'est dans le cadre de ce projet que j'ai beaucoup voyagé à l'étranger pour appuyer les autres structures, des projets similaires. Donc en RDC, au Gabon, et les autres venaient chez nous, le siège était à Oyo, ils venaient chez nous pour s'imprégner de nos expériences sous ma direction. Et ce n'est qu'à partir du CODER que de prendre le poste de directeur de l'information à l'autorité de régulation des marchés publics a été ouvert. J'ai postulé et j'ai fait donc 12 ans en tant que directeur de l'information à l'autorité de régulation des marchés publics. J'ai quitté il y a, je dirais, 3 ans, en fin 2020, pour un autre poste, celui-là également du gouvernement américain, sur le projet CERN, avec l'entreprise américaine Tetratec. Le projet est financé par USAID, l'agence des États-Unis d'Amérique pour le développement. Et donc là, j'ai travaillé en tant que chef de projet adjoint et directeur des opérations. C'est pour ça que j'ai décidé de cesser là-bas pour m'occuper uniquement de Manex avec toute l'expérience que j'avais. Il n'y avait pas de raison que je continue à travailler pour les autres. Un conseil à donner? Ok. Donc le conseil que je peux adresser aux jeunes, aux anciens, c'est d'abord la formation. Pour les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis de l'école, qui vont sûrement aller dans l'auto-emploi, créer leurs propres entreprises, comme le demandent souvent les autorités politiques. Mais je pense que une première expérience professionnelle dans un milieu professionnel dans lequel la personne va subir les tribulations du métier, venir à l'heure, se réveiller à telle heure, d'accord, subir les blâmes, subir les sanctions, c'est une école parce que l'expérience c'est la somme des erreurs qu'on commet. Donc, quand cette personne va créer sa propre entreprise, je pense que c'est en connaissance de cause de tous les problèmes qui peuvent se poser dans une entreprise. Donc, il pourrait gérer ses ressources humaines en sachant que telle faute que cette personne ou telle personne est en train de commettre, moi je l'ai commise et voilà comment je l'ai corrigée. Pour les anciens, nous, au niveau du Congo, nous avons toujours tendance à penser qu'on doit aller, dès qu'on arrive à la retraite, on s'arrête. La retraite, c'est 60 ans, 65 ans pour les autres, 70 ans pour les autres. Mais on a encore de la vie devant nous. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire après? La retraite, c'est la fin d'un certain travail. Mais ça peut être aussi le début de notre travail. Ce n'est pas un travail de début de boisson, ce n'est pas un travail d'agriculture. Il y en a qui vont faire l'agriculture. Ils n'ont jamais fait l'agriculture dans leur vie, ils vont faire l'agriculture. Je pense que le métier dans lequel nous avons travaillé, avec des formations alternatives pour améliorer ses compétences, peuvent nous permettre de devenir à un âge même avancé, auto-employeurs, capables d'utiliser d'autres qui ont besoin d'une première expérience. Voilà le conseil que je peux donner. C'est d'abord d'acquérir une expérience minimale, de bénéficier d'un certain nombre de formations d'un certain niveau pour se permettre de vous prendre en charge dans la vie. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre quotidien? Dans mon quotidien, bon, disons que j'ai beaucoup aimé le travail. Quand j'étais en entreprise, j'étais dans des projets, de toute façon, je n'ai jamais eu de congé dans certains postes que j'ai occupés. Pourquoi? Parce que j'aimais tellement le poste que pendant que je devais aller en congé, il fallait faire ceci, il fallait cela. J'aime travailler. Mais là, ce qui me plaît aujourd'hui dans mon quotidien, c'est que dans le cabinet, j'ai des heures flexibles. Je peux travailler 10 heures d'affilée. Pendant une journée, j'ai passé 5 jours à me prélasser un peu parce que je peux gérer mon temps comme je le veux. Et ça, c'est l'avantage de ce type de métier que nous faisons. La difficulté, c'est qu'il faut se battre pour se faire connaître, d'accord, se faire valoir, mais en même temps, il y a la flexibilité dans le travail et ça, c'est très important. Je peux jouer du piano, moi je suis pianiste. Je peux dessiner, je fais un peu de la peinture et j'écris. D'accord? En ce moment, je suis en train d'écrire 2 bouquins en même temps, ce que je n'aurais pas pu faire si j'étais en poste salarié avec toutes les contraintes. Alors, quels sont vos projets? Mes projets, c'est faire grandir Manex. J'ai fait un plan d'action sur 5 ans. C'est faire grandir Manex, aussi bien en termes dans le domaine de la formation, que dans le domaine des appuis aux entreprises, et permettre donc aux jeunes qui commencent, pour ceux qui veulent,
se mettent avec moi pour que je leur impulse un peu cette vision que j'ai. Qu'on ne finit pas salarié. D'accord? On finit chef d'entreprise. On finit chef de cabinet, on finit chef de secteur. Quand quelqu'un, pour moi, quand quelqu'un, je l'ai impliqué à mes enfants, quand quelqu'un attend la retraite pour se mettre à la maison, commencer à boire, commencer à jouer le 10 ans de sa vie, en fait, il a raté ça. Parce qu'il n'a pas commandé en rien. Il a commandé sous ordre en tant que cadre, bien sûr, d'une entreprise, d'une administration de haut niveau. Il n'a pas commandé. Il n'a pas projeté son avenir. Il n'a pas fait des projections pour le développement ou de personnel ou le développement de son pays. Il a suivi les guides qui ont été passés. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. On vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. On se dit à la prochaine. À la prochaine, madame. De toute façon, nous avons des séries de formations. Je vous inviterai de temps en temps à venir voir comment ça se passe. Moi, j'enseigne comme j'ai été enseigné. Donc, peut-être que ça vous intéresserait dans votre carrière. Ça pourra vous intéresser. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Je vous remercie. La formation s'est bien passée. Je pense que tout le monde est satisfait. Nous ne pouvons que remercier le prestataire qui a été un prestataire de qualité. Moi, encore une fois de plus, au nom du DG, nous vous remercions et vous félicitons pour la qualité des services de vos prestations. La formation que vous avez dispensée à l'ensemble des acteurs du processus de passation des marchés du port autonome de Pointe-Noire, nous l'espérons bien, va améliorer de manière substantielle la qualité de nos services dans ce domaine. Il est toujours important de se faire former, même pendant l'exercice de vos fonctions. Vous pouvez créer un deuxième emploi. Merci à l'équipe technique du jour, à Cariston Oyenga. Merci à Maman Marceline Kotodi pour ses encouragements. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se dit à lundi prochain avec le même plaisir. Au revoir.